Merci Madame la Ministre. Je passe maintenant la parole au ministre Paul Christophe. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur général, me voilà très heureux de me retrouver parmi vous à nouveau pour parler donc des dépenses qui relèvent de mon ministère. Évidemment, dans le contexte budgétaire contraint qui a été évoqué, nous savons que les plus vulnérables d'entre nous seraient les premiers à souffrir si nous n'arrivions pas à conforter dans la durée notre modèle de solidarité. Mon ministère prend toute sa part à l'effort collectif pour le préserver. Comme mes collègues, j'ai travaillé pour faire une proposition tournée vers l'avenir. Un petit mot de méthode tout d'abord, puisqu'il nous faut renforcer l'efficience de moyens publics pour la branche famille et la nouvelle branche autonomie, dont nous sommes plusieurs à avoir participé à la création ici même. Des améliorations sur les pratiques d'achat des établissements pour personnes âgées comme en situation de handicap seront recherchées. Des mises en commun des ressources sont aussi à prévoir donc, au sein des nouveaux groupements territoriaux social et médico-social, dont nous devons intensifier le déploiement. Je le dis ici pour mettre fin à des craintes infondées. Les petits EHPAD ont toute leur place dans l'offre d'aujourd'hui et de demain, à condition de mettre en commun leurs ressources et de diversifier leurs activités pour répondre évidemment aux besoins en évolution de leur territoire. Par ailleurs, nous devons lutter contre les pratiques de surmédicalisation qui n'améliorent ni la santé ni la qualité de vie de nos concitoyens. Enfin, ce PLFSS prévoit, comme vous le savez, de limiter les dépenses d'intérim qui grèvent les budgets des établissements médico-sociaux comme des établissements de santé. Concernant les établissements d'accueil du jeune enfant, je n'ignore rien des révélations récentes s'apparentant à du détournement des moyens publics de leurs objectifs. Je rappelle que l'article 18 de la loi pour le plein emploi nous offre de nouvelles possibilités de contrôle financier directement au siège des groupes que nous utiliserons plus fortement dans les mois à venir. Avec Agnès Canayer, nous prendrons également ici, d'ici la fin de l'année, un décret d'application pour lutter contre des pratiques commerciales douteuses, par exemple de frais annexes facturés aux familles, en reprécisant très clairement le périmètre des dépenses publiques éligibles au complément du libre choix du mode de garde, le CMG. En lien avec vous et les fédérations, j'aurai à cœur d'aller plus loin que ces premières évolutions, non pas pour faire des économies sur ces publics, mais pour faire toujours mieux avec les moyens de nos concitoyens. Derrière l'efficience de la dépense publique, il y a la qualité d'accompagnement, mais aussi la lutte contre toute forme de maltraitance, et je serai intraitable sur ces sujets. Au-delà de ces nécessaires efforts, j'en viens à présent à notre budget d'investissement dans l'avenir, avec des moyens en hausse, permettant d'accompagner toutes les familles, de la petite enfance au grand âge, en passant par la pleine participation des personnes en situation de handicap à notre société. Notre avenir sera en effet marqué par une transition démographique inédite qui nous incombe d'accompagner dès maintenant. Nous aurons besoin de tous les talents et de toutes les énergies pour soutenir notre économie, notre vie associative et l'implication citoyenne sur lesquelles repose notre système de solidarité. Je commencerai avec la politique familiale, décrite comme une priorité du gouvernement par le Premier ministre. Les moyens et les objectifs du service public de la petite enfance sont donc confortés et sécurisés avec une hausse des prestations familiales extralégales, le fameux FNAS, le Fonds national d'action sociale, de près de 10% en 2025. Vous connaissez l'usage de ces dépenses supplémentaires, soutenir les familles en mettant fin aux tensions sur l'offre d'accueil et offrir une diversité de solutions adaptées au quotidien et aux besoins de tous. Concrètement, nous renouvelons l'objectif de création de 35 000 places en établissement d'accueil du jeune enfant, en finançant les investissements nécessaires à horizon 2027, et nous poursuivrons la revalorisation des professionnels qui sont essentiels à notre ambition pour la petite enfance. Dès cette année, le bonus attractivité commence son déploiement pour permettre des augmentations de salaire net à hauteur de 150 € en moyenne en début de carrière, avec une attention particulière à rapprocher les différentes conventions existantes pour faciliter la mobilité professionnelle. Ce service public de la petite enfance bénéficiera donc à partir du 1er janvier 2025 d'un nouvel élan bienvenu grâce aux compétences obligatoires conférées aux communes dans l'organisation de l'accueil du jeune enfant. Elles auront l'autorité nécessaire pour recenser l'ensemble des besoins et de l'offre actuellement disponible sur leur territoire avant de planifier le développement de nouveaux modes d'accueil. Avec cette vision d'ensemble, elles seront confortées dans leur rôle d'information des familles. Enfin, et c'est peut-être le plus important, elles disposeront de nouveaux outils pour assurer la qualité de l'accueil du jeune enfant et sa sécurité au quotidien. Surtout, elles recevront un nouveau soutien financier de l'État de 86 millions d'euros que nous avons dégagé malgré la situation budgétaire pour atteindre les objectifs. J'en profite pour rappeler l'attention particulière du gouvernement et d'un grand nombre d'entre vous, je le sais, aux familles monoparentales dont la charge incombe plus souvent à des femmes. À partir de 2025, et comme prévu, la branche famille financera à hauteur de 600 millions d'euros en année pleine une réforme du complément du libre choix du mode de garde, réforme que je vous avais présentée dans un précédent PLFSS.
Il pourra aller notamment pour les familles monoparentales jusqu'aux 12 ans de l'enfant, contre 6 actuellement. L'accès facilité à un mode de garde permettra aux parents qui élèvent seuls leurs enfants de concilier leurs différents temps de vie, de prendre des temps de répit bénéfiques à toute la famille et de favoriser leur accès et leur maintien dans l'emploi, puisque vous savez que c'est là le premier frein périphérique à l'accès à l'emploi. J'ajoute enfin que pour lutter contre la pauvreté des enfants, les prestations familiales seront naturellement revalorisées sur l'inflation, comme c'est prévu au 1er avril. Tout ceci nous amènera à une hausse de dépenses de près de 2 milliards d'euros sur la branche famille en 2025. Je sais que vous aurez des propositions complémentaires, par exemple sur le projet de congé de naissance, qui répond effectivement à un certain nombre d'enjeux de développement lors des 1000 premiers jours de l'enfant et d'égalité entre les femmes et les hommes. Avec Salim Assa et Agnès Canaillé, nous continuerons à travailler sur ce sujet qui gagnera en pertinence si nous en faisons un choix supplémentaire pour les familles qui ne retirent rien aux autres. L'ambition de fraternité évoquée par le Premier ministre s'appliquera également, bien sûr, aux personnes en situation de handicap. Nous souhaitons conforter avec Charlotte Parmentier-Lecocq la dynamique impulsée par les Jeux paralympiques en faveur d'une société plus inclusive. Le PLFSS prévoit donc une accélération du déploiement des 50 000 nouvelles solutions d'accompagnement. Elle bénéficie, je le rappelle, d'1,5 milliard d'euros au total à l'horizon 2030. Et alors que le rythme annuel était prévu de 200 millions d'euros par an, nous portons l'enveloppe de 2025 à 270 millions d'euros. Les concertations menées sur le terrain par les ARS, les conseils départementaux et les associations avancent vite. Toutes les personnes impliquées jouent le jeu. Et cette dynamique doit rendre possible, dès 2025, le déploiement de quelques 15 000 solutions plus individualisées, plus adaptées aux besoins spécifiques des personnes et au plus près de leur lieu de vie. Nous aurons une attention particulière à l'école pour tous, à laquelle je crois, parce que votre collègue de classe en situation de handicap, c'est peut-être votre ami, votre collaborateur professionnel de demain, voire votre employeur ou votre futur époux ou épouse. Il est important que la société inclusive que nous appelons de nos vœux démarre dès le début de la vie pour lutter contre tous les préjugés. Cette école inclusive a besoin de moyens d'accompagnement médico-sociaux pour se faire dans de bonnes conditions, et c'est ce que mon ministère doit être en mesure de fournir. Nous avons déjà, et vous le savez, initié ce déploiement d'un soutien médico-social renforcé dans 4 départements à la rentrée 2024. Nous avons les moyens pour aller plus loin en 2025 avant une généralisation. Pour le déploiement d'IME l'école, le fonds de transformation de l'offre, donc de 250 millions d'euros, qui avait été annoncé au comité interministériel du handicap, est confirmé dans le PLFSS. Nous mettons ainsi tout en œuvre pour que les personnes concernées mènent la vie qu'elles souhaitent avec les accompagnements dont elles ont besoin et exercent pleinement leur autonomie. Il en va de l'égalité des droits promise par la loi 2025, dont nous fêterons cette année les 20 ans, cher Sébastien. Là encore, nous serons à votre écoute. J'en viens à un sujet d'attention où les défis restent majeurs malgré les progrès déjà accomplis, celui du vieillissement de notre population. Nous partageons tous le constat d'une augmentation du nombre de personnes de plus de 85 ans susceptibles d'avoir besoin d'un soutien à leur autonomie, particulièrement à l'horizon 2030. Il faut s'y préparer dès maintenant en s'assurant que l'offre globale, EHPAD, services à domicile, solutions intermédiaires innovantes comme les colocations intergénérationnelles ou les résidences autonomie, permettent à nos concitoyens de vivre bien et conformément à leurs besoins à tout âge. La situation financière difficile des EHPAD ne peut plus durer dans l'intérêt des résidents, des professionnels. 90% des EHPAD de demain sont déjà là aujourd'hui et nous avons besoin d'eux. Les difficultés financières sont structurelles, comme l'ont démontré plusieurs rapports parlementaires, et j'ai bien l'intention d'apporter avec vous des solutions pérennes. Le taux d'occupation n'a jamais retrouvé leur niveau d'avant la crise sanitaire, preuve qu'une transformation des EHPAD et des services qu'ils proposent est nécessaire pour correspondre aux besoins et envies de nos citoyens âgés. Au-delà du bien vieillir, il faut en faire des lieux de bien vivre, sans se limiter dans les possibilités de diversification de l'activité. Notre pays regorge d'exemples d'étudiants logés en EHPAD, de crèches conjointes, de services publics adossés, parfois même d'accueil de lieux de convivialité pour tout un quartier. Des investissements immobiliers supplémentaires sont prévus dans le PLFSS avec la consigne d'une consommation rapide en 2025 et le travail sur le modèle se poursuivra. J'ajoute que les EHPAD ne sont pas uniquement financés par la sécurité sociale. La majorité des financements viennent même des usagers qui payent un tarif hébergement et une part pour l'entretien de l'autonomie relève des départements, vous le savez. Alors que les dotations annuelles des ARS ont augmenté de 50% depuis 2019, les tarifs hébergement et les financements de l'autonomie ont suivi des évolutions très variables en fonction des territoires. Elles étaient en général bien moins importantes malgré l'inflation, l'intensification des besoins et les nécessaires revalorisations de professionnels engagés. En complément d'une mesure sur les tarifs hébergement prévue par la loi Bien vieillir,
Le PLFSS prévoit d'agir en finançant de manière volontariste l'expérimentation du rattachement de l'entretien de l'autonomie en EHPAD à la branche de la sécurité sociale du même nom. Voulue par le secteur et avec déjà 23 départements candidats retenus à date, elle permettra de simplifier le travail des gestionnaires pour passer plus de temps auprès des résidents et d'égaliser vers le haut le niveau de financement et l'entretien de l'autonomie pour un surcoût total d'environ 200 millions d'euros pour la branche sécurité sociale. Les moyens de tous les EHPAD augmenteront par ailleurs en 2025 à travers le recrutement d'environ 6 500 professionnels supplémentaires pour atteindre plus vite les 50 000 ETP supplémentaires annoncés pour 2030. Ces évolutions et le financement de places supplémentaires aboutiront à une hausse du sous-objectif de l'Ondam dédié aux personnes âgées d'environ 6% en 2025, supérieur à celui de l'année dernière. Accompagner le vieillissement, c'est également soutenir nos aides à domicile. C'est grâce à elles que nous réaliserons le souhait de beaucoup de Français de vieillir chez eux, que ce soit au domicile historique ou dans une résidence autonomie. En accord avec la loi Bien vieillir d'avril 2024, nous proposons dans ce PLFSS une nouvelle aide financière de 100 millions d'euros à destination des départements qui la dirigeront vers les aides à domicile afin de soutenir une partie de leurs dépenses en mobilité. Comme vous le savez, ces professionnels sont souvent des femmes et là encore, elles sont parfois obligées d'utiliser une partie de leur salaire pour financer leurs déplacements professionnels et ce n'est évidemment pas acceptable. Je voudrais conclure enfin par un sujet que je porte depuis plusieurs années, celui des 11 millions d'aidants de personnes en situation de handicap ou âgées en perte d'autonomie. Je vous confirme que le PLFSS prévoit une augmentation des moyens pour le déploiement de nouvelles places de répit et je souhaite par ailleurs donner un nouveau souffle à la stratégie aidant que les récents soubresauts démocratiques n'ont pas permis de porter autant que ce sujet le méritait. Un comité de suivi aura donc bien lieu avant cette fin d'année. Mesdames et messieurs les députés, en raison des différents ajouts à la trajectoire initiale de la branche autonomie prévue à la loi de financement 2024, aboutissant à une hausse de dépenses de 2,4 milliards d'euros en 2025, la branche passera en déficit dès l'année prochaine et pour les suivantes. J'assume ces investissements nécessaires, mais il est désormais acté que les 0,15 points de CSG alloués à la branche en 2024, dans le cadre de la loi CADES et autonomie, ne suffiront pas à garantir le rythme de déploiement de l'offre sur le long terme. Sur ce sujet, je serai très clair, il n'y a pas de tabou préalable du gouvernement sur le principe d'une hausse de recettes permettant de poursuivre l'adaptation de notre société au grand âge. Il faut cependant que les propositions soient faites sans détériorer l'équilibre financier dont nous dépendons tous collectivement. Nous devons aussi avoir en tête l'impératif d'efficience que nous devons à l'ensemble des contribuables, ce qui implique une juste part de solidarité, mais aussi de responsabilité individuelle. Vous savez enfin que les délais avec lesquels nous avons construit ce projet de loi étaient réduits. Il s'agit donc d'une proposition initiale perfectible, j'en ai conscience, dans la limite de ce que la situation actuelle de nos finances publiques l'exige. Vous savez aussi de quoi je veux parler. Je vous remercie pour votre attention sur les principes qui ont guidé cette proposition initiale. Merci, Monsieur le ministre. Et donc,